Aujourd'hui, à l'épisode de Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Marie-Ève Chapdelaine, qui est directrice du développement durable chez Cascade. Oui, on a échangé sur les entreprises qui misent sur l'humain, sur l'engagement citoyen, sur la transmission des valeurs également, puis des actions environnementales qui sont faciles à appliquer dans son quotidien. Ouais, moi, j'ai vraiment été impressionnée de voir comment une maman de 3 enfants est capable de s'impliquer autant dans sa communauté, dans sa famille, au travail. C'est une dame débordante d'énergie. Oui, et l'énergie, elle est extrêmement contagieuse. D'ailleurs, je vous invite à nous envoyer vos commentaires. On est partout. On est sur YouTube, on est sur Balado Québec, on est sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur nos plateformes Instagram, Facebook, TikTok. Vraiment partout. Alors vraiment, on veut vous lire. On aime ça, lire vos commentaires. Puis ça nous inspire des sujets. Vraiment, parlez-en à vos amis. Sur bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Marie-Ève Chapdelaine. Bianca. Bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. On te connaît comme directrice du développement durable chez Cascade, mais aussi maman d'une vedette du recyclage prochainement, qui a déjà commencé sa carrière sur les médias sociaux. On te connaît aussi à travers ton projet, que je n'adresserai pas tout de suite, que tu pourras nous expliquer davantage pendant notre belle discussion. Notre petite entreprise que tu oui, à laquelle la tu petite référence. entreprise La petite entreprise familiale, très intéressante. On est vraiment contents, Greg et moi, de t'avoir puis de pouvoir discuter d'environnement avec toi, d'environnement, de développement durable, mais aussi de tout ce qui englobe ça. Je pense que quand on parle d'environnement, souvent, on se restreint à juste ce qui est vert, mais il y a aussi tout le côté social de l'environnement qui est bien important, de l'environnement et de la planète qui est bien important. Totalement. Hein? Totalement. Donc, voilà, merci. En fait, c'est le côté social qui va finir par apporter un côté positif sur le E, sur l'environnement. Moi, je le vois comme ça. Oui, non, mais... Si l'humain ne participe pas, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne se passera pas grand-chose parce que c'est à cause de l'humain qu'il se passe des choses négatives actuellement. Tu vas beaucoup aimer le balado qu'on a enregistré avec... Dominique Champagne. Ah, d'entendre ça. On parle la même chose. Oui, on est d'accord sur rejoindre. On est cohérent. On est sur la bonne piste. Mais tu sais, moi, de tout le temps que je suis dans ce merveilleux monde, il me semble que tu as toujours été là, tu sais, pour moi, dans ma vie. Mais ça devient d'où ça, le monde de l'environnement? D'où ça devient d'où l'intérêt pour l'environnement? Je me suis déjà fait poser la question, puis j'essaie de comprendre de où ça venait parce que, tu sais, à un moment donné, je m'intéresse à ce sujet-là. Pourquoi c'est popé dans ma vie? Ouais. Puis avant ma vie chez Cascade, ça fait quand même longtemps que je suis là. Ça va faire 18 ans. Oui. Avant que je sois chez Cascade, j'étais plus dans le milieu philanthropique. Okay. Fait que j'avais comme tout le volet plus social, tu sais, puis qui régnait dans ma vie. Puis après ça, a popé le volet plus environnemental. Puis là, j'essaie de chercher dans mes racines profondes de pourquoi. Puis honnêtement, l'explication que j'ai, je sais pas si elle fait du sens. Je l'ai pas validée avec un psychologue ou quoi que ce soit. T'es pas en thérapie pour tes engagements. Vraiment pas. Mais je pense que fondamentalement, je viens d'une famille qui est responsable dans plusieurs gestes. En fait, je viens d'une famille super modeste. Puis mes parents, c'est des gens qui ne consomment pas. Ça fait que je pense que tout l'aspect consommation responsable qui fait surface beaucoup dans ma vie, là, que c'est un sujet que je prend beaucoup à cœur, qui me tient à cœur. Je viens d'une famille comme ça, tu sais, mes parents dans une petite maison, le mobilier n'a pas changé depuis forever, tu sais, c'est comme ça, mes parents sont comme ça, puis je pense que ça nous a emmené ces valeurs-là dans la famille. Mon frère est comme ça, ma soeur est comme ça. On fait attention à nos sous. On dépense pas ce qu'on n'a pas. Donc, tu sais, on a été élevés sur si tu as quelque chose que tu as besoin, mais travaille pour gagner les sous que tu as besoin pour acheter ce produit-là, achète pas à crédit. Fait que, on a été élevés de cette façon-là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, des fois, je fais des petits excès, là. Tu sais, on peut se payer un petit voyage, des fois, en se disant, on n'a peut-être pas les sous, mais, tu sais, on va faire attention au budget pour être capable de ramasser des sous pour ça. Mais on n'est pas dans le matériel tant que ça. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est des valeurs qui me viennent de mon enfance, de ma façon d'avoir été élevée. Puis après ça perdure. Puis, tu sais, après ça a pris différentes formes. Tu sais, je suis pas mon frère, ma soeur, on a été élevés pareil, puis on n'est pas... Ouais, on se ressemble encore dans ces valeurs-là, encore aujourd'hui. Là, on fait toute attention, c'est vraiment drôle. On est beaucoup, tu sais, dans le respect de l'objet.
Donc, je pense que c'est venu comme ça. Puis après ça, les gens, les rencontres, ça forge qui tu deviens. Je pense que c'est juste la petite explication que j'ai, c'est ça. Bien, c'est une bonne explication parce que tu aurais pu prendre un autre chemin. Des fois, quand on a manqué dans notre vie, on remplit ce vide-là en surconsommant. C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle les fameux parvenus, là, mettons. Ils arrivent, puis là, ils réussissent, là, ils surconsomment. T'sais. Toi, tu es resté avec cette idée-là de dire, ben cet objet-là a une valeur, cet objet-là peut être encore utile, je pourrais encore le réemployer, je pourrais encore l'utiliser. Fait que, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans tes valeurs profondes que tu transmets aussi à tes enfants. Tu as 3 enfants, c'est ça? 3 enfants. 3 enfants. Puis, j'ai beaucoup de difficultés à acheter neuf. Si j'achète neuf, c'est parce que j'ai pas le choix. Encore aujourd'hui? Ah oui. Puis là, ça, mon chum me trouve vraiment tannante parce que je suis vraiment... Avant que quelque chose rentre dans la maison, là, il va falloir qu'on ait fait marketplace, regarder dans notre entourage. Et là, des fois, ça le tanne, mais parce que là, c'est ça. Lui, il n'est pas pareil, il n'a pas été élevé de la même façon. Fait que c'est les conversations après ça que ça l'amène. Mais oui, puis là, j'ai réussi à amener ça. Je suis contente chez mes enfants. Tu sais, là, j'en ai 2 qui sont ados. Où est-ce que, l'influence d'aller avoir cherché des affaires des marques, là, mais moi, chez nous, il n'y a rien de ça. Là. Fait que ça, je suis contente. Là. J'ai pas d'enfants qui me demandent d'avoir la dernière paire de pantalons tendance ou la dernière paire de souliers tendance. 0. Fait que là, ça, je me dis... chanceuse, ça aurait vraiment pu être un gros clash, là. Puis... parce que là, tu as l'influence des amis. Oui. Tu sais, après ça, rendu là... Ce qui aurait été... je crois, normal, là, parce que un moment donné, quand on est ado, on cherche à s'identifier, on cherche à fitter dans des clics. Fait que ça aurait été normal qu'il y ait un petit peu plus de confrontation. Mais là, tu sembles dire qu'il n'y en a pas. Ah non, puis j'ai une grande de 15 ans qui est très peu sur les médias sociaux, puis j'en ai l'autre de 13 ans. Fait qu'ils sont dans les âges où est-ce qu'ils pourraient être facilement influencés, influençables. Puis non, fait que là, pour ça, je trouve que c'est le fun. Ils vont réfléchir. On en a beaucoup cette conversation-là autour de la table à la maison. De OK, ben non, si tu veux ça, il faut que tu travailles. Là. Fait que moi, mes enfants, ma fille, elle travaille depuis longtemps. Ça veut quelque chose que moi, je veux pas y payer pour X, Y raison. Ben il faut que tu amènes tes sous. Fait qu'elle va y réfléchir à 2 fois. Tu sais, puis quand tu magasines chez Renaissance, ça, c'est notre petit magasin chouchou. Ouais. Puis après ça, tu t'en vas... Renaissance, le magasin chouchou. Okay, ah j'adore. oui, c'est vrai ça. Il y a des trésors. Non, je sais. Oui, je sais, je suis allée, je trouve ça extraordinaire. Quand tu l'emmènes là, ta fille de 15 ans, puis que tu l'emmènes après ça dans une boutique, puis qu'elle voit le même linge, mais 6 fois plus cher, ou plus, là, tu sais, vraiment, je veux dire, c'est 0 comparable, ça elle a fait le lien, le nombre d'heures qu'elle doit travailler pour se payer quelque chose de neuf versus le nombre d'heures qu'elle doit travailler pour se payer quelque chose. C'est quoi la vraie valeur de la chose, tu sais, aussi. C'est ça, exactement. Tu sais, pourquoi tu payes après ça le plein prix? Tu sais, tu payes pour le magasin, tu payes pour la mise en marché, tu payes pour plein de choses. Tu payes pour la pub qui te convainc qu'il faut que tu l'achètes. Exact. Mais parlant de la famille, là, je sais que vous avez un projet familial. Là. Oui. C'est Rempli Vert. Oui. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est, ça, Rempli Vert. Bon, Rempli Vert, puis je commence en disant que c'est pas un mouvement. C'est un mouvement, je vais expliquer c'est quoi, mais que c'est pas un mouvement que nous avons parti. Okay. Nous avons repris le mouvement d'une autre famille. Fait que ça, pour moi, c'est super important parce que quand une idée vient de quelqu'un, je trouve que c'est important de... faire hommage. Oui, c'est ça. Mais l'autre famille, elle a abandonné le projet. L'autre famille a dû quitter le Québec. Donc, fait que j'explique le mouvement pour faire la petite l'histoire. C'est en 2019, en fait, c'est une famille de Windsor, en Estrie, qui a parti de ce mouvement-là qui s'appelle Rempli Vert, qui a comme objectif super simple de développer un réseau de remplissage pour se rendre, pour aller remplir une bouteille, une gourde d'eau réutilisable, dans l'objectif de réduire la consommation de bouteilles d'eau à usage unique. Donc, ce qui était visé, c'était de trouver des commerces publics où est-ce qu'on peut, vitrine sur rue, où est-ce qu'on peut rentrer avec notre gourde, remplir notre gourde pour gratuit. Donc là, on n'a pas le sentiment de devoir acheter quelque chose en échange. Mais en même temps, on peut découvrir une boutique puis s'acheter 6 chocolats si on a envie, puis stimuler le commerce local. Totalement. Ça peut être ça aussi, mais l'objectif premier, c'est vraiment de créer un réseau de lieux où est-ce qu'on peut se ravitailler. Les commerces sont informés et à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est l'objectif. C'est nommé. Exactement. C'est l'objectif du programme.
Donc, eux sont partis avec cette prémisse-là d'avoir des commerces avec pignon sur rue pour pouvoir aller se remplir. C'est ajouté, après ça, en cours de route, tous les lieux publics où est-ce qu'on peut rentrer. Bien, public, là, j'entends les municipalités, la bibliothèque Arena, centre communautaire. Donc, ce qui appartient à la municipalité. Je vais te poser la question parce que dans ma tête, ça semble illogique que quelqu'un dise non. Est-ce que tu as eu des refus? Bien, en fait, y a-tu des gens qui ont refusé? Il y a des gens qui sont pas installés pour pouvoir recevoir, exemple, j'ai des pharmacies qui auraient aimé embarquer dans le réseau, mais sont pas, ils n'ont pas... Il faut aller dans le backstore, puis tu sais, tout ça. C'est, okay. C'est ça, où la chambre de bain n'est peut-être pas installée de façon adéquate. Ou, tu sais... Fait qu'il y a pas de gens... J'essaie de me rappeler, là, je fais le tour de ma mémoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit non parce qu'ils ne voulaient pas ou bien parce que c'est volontaire? Là? Les gens embarquent sur une base volontaire, mais s'ils ne sont pas dans le réseau, j'ai eu quelques cas où est-ce que je peux pas parce que je ne suis pas installée pour. Mais comment vous les sollicitez? Là, il y a comme différentes façons. Là. En fait, là, l'histoire, c'est que finalement, ils ont parti ce mouvement-là. Oui. Moi, je les ai découverts, c'était dans ma région. Là, je reste dans le coin, je reste à Richemont, dans le coin, je suis à côté. Puis là, on avait plein d'amis communs entre la famille. Puis là, des amis communs m'ont fait découvrir l'initiative. Puis j'avais vu aussi dans les médias, ça avait passé dans les médias. Beaucoup en Estrie, ça avait été très, très popularisé parce que c'est une initiative aussi qui vient vraiment de la famille. Ouais. Donc, souvent, c'est des mouvements qu'on va voir par des ONG, par exemple, mais là, c'est vraiment une famille qui a tenu ce mouvement-là. Donc là, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai dit, je vais faire embarquer les commerces de Kings et Falls parce que c'est là que je suis basée pour travailler chez Cascade. Donc, j'ai fait embarquer tous les commerces puis les lieux publics avec la ville de Kings et Falls. J'ai dit, nous, on j'embarque dans le mouvement, je développe à Kings et Falls mon lieu de travail. Là, on s'est connus comme ça, puis on a super fit avec la maman de l'autre famille que j'ai rencontrée, que je ne connaissais pas du tout. Puis là, on a continué de se parler. Nous, on a continué de les aider, cette famille-là, dans le développement de leur réseau, en allant voir des commerces qu'on connaissait. On était allé à Richemont, qui est notre ville. Donc, on a développé Kings et Richemont. Fait qu'on était allé comme ça en réseau de contacts. Tranquillement, en agrandissant le cercle. Oui, puis eux autres, ils développaient aussi de leur côté parce que, ils soutenaient le mouvement qu'ils avaient parti. Puis, annonce faite, pas longtemps après qu'ils aient commencé l'initiative, dans le fond, ils ont eu l'occasion, une opportunité de déménager en Europe pour le travail du papa. Le papa Rempli-Vert numéro 1. Donc, la famille Rempli-Vert numéro 1. Là, moi, je dis, on peut pas laisser tomber. C'est trop cute comme initiative, on peut pas laisser tomber ça. Donc, là, je n'ai parlé avec mon chum, avec mes enfants, qui étaient plus jeunes à l'époque. Là, on a repris ça en 2020. On reprend-tu l'initiative? Puis là, unanimement, on a dit, go, on y va en famille, on se lance là-dedans, sans savoir pas en tout dans quoi qu'on se lançait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi la charge de travail? Oui. Mais bon, on a pris le relais, puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, on sollicite les commerces. C'est beaucoup du bouche à oreille. Puis ce qui est le fun, c'est que, pour l'instant, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de groupes environnementaux dans les villes qui parlent de nous. Donc, la publicité se fait organiquement. Oui, j'ai rarement à prendre le téléphone pour aller convaincre. Tu sais, quand on se déplace, puis qu'on va dans des nouveaux cafés, ou on est dans une ville, puis on rentre à quelque part, puis là, on va parler du mouvement. Fait que là, on va faire l'approche cold call, on est là en personne, puis on explique, puis on embarque les gens comme ça sur des visites, où est-ce qu'on est. Mais sinon, c'est beaucoup des groupes environnementaux qui vont prendre le relais ou des villes qui vont prendre le relais dans leur municipalité pour faire développer le réseau. C'est quoi qui fait qu'on est capable de reconnaître un commerce qui a décidé d'embarquer dans le projet? Il y a un petit autocollant dans la vitrine. C'est pas obligatoire, mais ceux qui le veulent, il y a un petit autocollant dans la vitrine rempli vert là, avec notre logo qui est une goutte d'eau. Qui indique, dans le fond, que ce lieu-là, c'est un lieu où est-ce qu'on peut se rendre sans gêne, sans achat requis, pour aller remplir une gourde. Donc, c'est ça que je trouve qui est... Je sais pas. C'est peut-être que je suis audacieuse ou je sais pas. Peut-être que je suis juste pas gênée. Mais il me semble que moi, rentrer dans un commerce et demander « Je peux-tu avoir l'eau de ton lavabo? » Surtout au Québec, comme c'est juste... Il n'y a comme pas de raison de me dire... Oui, mais j'ai déjà vu, moi, faut dire que je suis vieux, là, mais dans certains endroits, que les gens disaient... Ouais, mais tu vas m'acheter quoi? Ou, tu sais, il y avait un peu... Ouais. Il y a ou eu achat requis. Achat requis, ou, tu sais, c'est un peu comme les toilettes pour clients seulement, là, tu sais. Des fois,
il y a des choses comme ça. Mais du moins, ça, au moins, ça rappelle que ça donne l'envie aux gens de pouvoir faire « Hey, c'est vrai, dans le fond, j'ai pas à acheter une nouvelle bouteille, j'ai juste à remplir ma bouteille. » Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose que je faisais déjà. Je suis pas gênée d'aller demander ou quémander de l'eau. Je le faisais déjà avant, mais j'ai compris là, c'est organisé. J'ai compris que c'était un frein pour plusieurs personnes. Ben non, je suis gênée, puis je me sens quêteuse, puis je veux pas aller chercher de l'eau. Il y en a plein qui ont ce frein-là que je trouve, il est peut-être louable, tu sais, mais... Mais ça démocratise aussi le geste de dire... Tu peux demander, c'est valide, c'est correct, tu peux demander ça. Tu sais, comme moi, je me promène beaucoup, tu sais, là, tu sais, je suis un fier ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Je tiens à dire que je suis pas rémunéré, hein. Je fais ça avec le cœur. OK? C'est pas commandité, c'est parce que j'y crois. Je traîne toujours ma bouteille, puis tu sais, des fois, mettons, je fais de la télé, ils disent « je veux pas que tu traînes ta gourde. » J'insiste le plus possible pour avoir ma gourde. Pas parce que je veux vraiment montrer le fameux collant, mais parce que pour moi, c'est important, parce que ça pique la curiosité. Les gens me demandent « c'est quoi ça? » Puis là, ça permet d'expliquer. Puis là, je les envoie vers le site web. D'ailleurs, c'est quoi le site web? Remplivert.com. Là, c'est un jeu de mots, là, rempli. Vert, V-E-R-T. Oui, pas vert. Pas vert, vert à boire, c'est ça. Fait que là, on a une carte interactive qu'on met à jour à chaque semaine des lieux de remplissage. Ouais. Donc là, on approche. J'ai fait des petites mises à jour parce qu'il y a des commerces qui ont fermé, tout ça. Fait que j'ai fait une petite mise à jour pendant le temps des fêtes. On était à 1284 lieux de remplissage. C'est presque plus que les points de dépôt pour la consigne. Mais ça, c'est dans combien de régions? Plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de villes. Puis cette année, il y a le réseau environnement qui nous a aidés à développer dans plein de villes, même il y a des villes que je connaissais pas. C'est ça qui est merveilleux parce que ça me fait faire une petite visite du Québec au fur et à mesure qu'on met la carte interactive à jour. Il y a plusieurs villes. Il y a des villes où est-ce qu'on n'est pas présent encore. Là. Fait que c'est sûr que la carte, moi, l'objectif de la famille, là, c'est vraiment de colorer la carte partout, dans toutes les régions du Québec. C'est de rendre l'eau facilement accessible. Quand tu es en déplacement, c'est sûr que c'est beaucoup pour les gens qui se déplacent. Tu n'auras pas besoin d'aller te remplir à la pharmacie de ta ville si tu restes là. Mais c'est pour les gens qui sont en déplacement. Donc, c'est sûr que l'été, dans la saison touristique, il y a plus de visites sur la carte, mais tu sais, on en voit, là, je regarde les statistiques, puis on voit quand même, il y a plein de gens qui l'utilisent hors saison, comme cette saison-ci, c'est la saison hivernale. C'est un réflexe à développer et tu t'en vas faire le tour de la Gaspésie, tu te dis, regarde, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau jetables, oui, recyclables, oui, je le sais, mais c'est pas une raison pour en consommer. On fait le tour de la Gaspésie, on dit, on va aller voir ce commerçant, il y a un petit café super le fun à Chandler, puis tu sais, on va aller à Chandler, on va aller voir ça. Tu sais, c'est un peu aussi, je trouve qu'il y a tout cet aspect de collaboration, de communauté, puis redonner une valeur aussi à notre ressource. Tu sais, on est reconnu mondialement pour la qualité de notre eau potable. Là, tu sais, je veux dire, les gens ne savent pas. Au Québec, ils sont cotés avec la meilleure eau. Oui, plein. Puis tu vas au Costco, ils arrivent, ils ont 4 caisses de 48 bouteilles d'eau. Tu rentres dans le Costco, tout de suite, une distributrice. Oui, il y a une machine de Machinex qui dit « c'est consigné, quand ça va être consigné, tu peux le mettre là. » Oui, c'est correct. Mais pourquoi consommer ça? Quand on l'a gratuitement. Au prix, en plus, qu'ils le vendent, je veux dire, ça marche pas. Mais en plus, c'est vraiment pas cher. Ça peut rendre le produit super attrayant quand on dit à 25 cents. Exact. C'est ça qui n'a pas de bon sens. C'est qu'on a de l'eau potable à la maison et de très grande qualité, il faut le répéter. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, je pense que là, le discours est beaucoup autour de ça. Oui, autour de la gestion des matières résiduelles parce qu'on veut pas. C'est du plastique que tu as à gérer après. Oui, le plastique de la bouteille d'eau est recyclable. C'est pas ça le point. Le point, c'est si tu n'as pas besoin, on parlait de consommation responsable au début de l'émission. Si tu n'as pas besoin de la consommer, pourquoi tu en consommerais? Réduisons notre consommation. Exact. Mais ça, c'est au Québec, c'est très implanté. Moi, tu le sais, je fais beaucoup de sensibilisation. Puis souvent, les gens disent « Hey, moi, tu vas être fier, mon bac est rempli à rebord. » Merci pour le bon geste, mais on va se jaser de réduction. Exact. Tu sais, c'est comme 48 petites bouteilles d'eau dans ton bac. Est-ce vraiment nécessaire? Tout à fait. Ça aussi, il faut l'amener tranquillement. Exact. Puis, finalement, la charge que ça a pris dans la famille, la charge en temps, est-ce que, là, tu me disais que tes enfants faisaient partie du projet aussi, fait que comment ça s'est organisé, tout ça? Est-ce que vous êtes, avez-vous des temps libres ou c'est pas mal ça qui prend tout votre temps? Des fois, je me dis, pourquoi qu'on a embarqué là-dedans? Parce que c'est bénévole, là, puis je tiens à le rappeler parce que, on est un OSBL, on est enregistré à des entreprises et tout.
Fait qu'on fait pas de sous avec ça. Nous, on fait des petits revenus en vendant les fameux autocollants que les gens peuvent mettre sur la vitrine. Mais c'est pas obligatoire, puis ça, on tient à le dire, là. C'est un modèle d'affaires que nous, on a changé du modèle d'affaires d'origine. OK. À l'origine, si tu voulais être sur la map, fallait que tu aies un collant, fallait que tu payes pour. Puis là, nous, on a dit, on ouvre ça. T'sais. Donc, c'est gratuit. Ça peut être gratuit. Tu peux être sur la carte interactive sans avoir le collant dans la vitrine. Puis le collant, tu dis, on le commande. Oui, on le vend. Fait qu'on le vend pour que C'est les commerces, combien, c'est 5 maintenant? 5 $. 5 ça l'inclut. Tu me rappelleras de te donner 5 parce que j'ai déjà reçu un collant. Ah, même pas. Ceux-là, les collants qu'on vend pour faire la promo du mouvement, c'est 2 $, incluant la poste. Écoute, je te donnerai un 10, tu garderas le change. OK? C'est juste ça. Fait qu'on vend les collants pour les vitrines, puis on vend des collants pour les bouteilles d'eau pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait soutenir le mouvement. Puis ça, c'est cute parce que je commence à en avoir de plus en plus. J'étais dans un commerce l'autre fois, puis il y avait quelqu'un qui avait sa bouteille, puis il y avait le logo de Rempli-Vent. C'est cool. Mais tu sais, quand tu commences à voir oui. ça, tu fais comme « wow! » C'est comme entendre sa chanson à radio. Oui. Tu sais, oui, tu es vraiment. auteur-compositeur, tu fais « Hey, j'existe! Ah, tu sais. oui, fait que j'ai fait « Ah, wow! » Fait que là, j'adore ça parce que, bon, ça, je trouve que ça, les faits de réussite, la visibilité de la Ouais. réussite du mouvement que tu crées lentement mais sûrement. Là. Donc, les enfants, ils ont les tâches. Bon, quand on reçoit des commandes d'autocollants, par exemple, j'ai ma plus grande qui, elle, gère les commandes. Fait qu'il y a une petite lettre préfaite, elle fait toutes ses affaires, elle envoie tout ça, elle va au bureau de poste, elle va porter ses affaires. L'ado de 13 ans, lui, il gère la carte interactive. Donc, si on a un nouveau lieu qui s'inscrit... C'est comme une petite entreprise. Oui. Fait que là, moi qui gère, tu sais. Oui. Fait que, bon, ben, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Puis le plus jeune, 9 ans, ben lui, on essaie de lui donner des petites tâches aussi pour qu'il participe. Des fois, ils ont des conférences à aller faire parce qu'on se fait demander d'aller faire de la représentation pour parler du mouvement. Fait que, bon, je les laisse aller là-dedans. Là. Fait qu'on va aller faire une conférence. Ils ont déjà fait des conférences devant d'autres groupes de jeunes. Fait que, pour eux autres, c'est comme... Wow. C'est vraiment une belle expérience à Ouais, faire vraiment. en famille. Là. Oui, c'est pour ça que des fois, je me dis, c'est lourd parce que ça s'ajoute à toutes les autres tâches Ouais. qu'on a à faire. Puis, tu sais, Mais à c'est toutes beau les en même semaines, pour temps. faire quelque chose. Là. Mais c'est beau en même temps parce que, tu sais, on critique souvent les ados, ils sont tout le temps sur leur tablette, sont tout le temps... Tu sais, là, il y a comme quelque chose de positif, tu sais. Bon, c'est sûr que si on voyait Grégoire sur sa tablette, on comprendrait pas qu'il est en train de mettre à jour la carte du site, mais dans le sens que c'est une implication puis c'est une transmission des valeurs aussi. T'sais? La responsabilisation, Ouais. tu sais, t'es embarqué dans quelque chose, tu te dis oui, il faut que tu livres. maintiennes, faut que tu maintiennes ton engagement. Tu peux pas repousser toujours à demain. Tu as une tâche à faire, on a eu une commande, tu peux pas attendre à la semaine prochaine, la personne, elle l'a acheté, il faut que tu y livres. Mais t'es quelqu'un de... Tu sais, je te suis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je te suis, t'es très, très, très engagé, tu sais, entre autres, dans la mission Milton. Tu sais, tu peux-tu me parler justement de la mission Milton? Je vois ça passer, puis il me semble que je comprends pas tout de ça, là. Ah, ben c'est super simple en plus. Oui, c'est le titre, c'est ça? Comment? C'est comme le titre, c'est Mission Milton. Ben, là, la petite histoire de Mission Milton, avec le travail chez Cascade, on est partenaire avec la Fondation David Suzuki, donc on a collaboré de façon très régulière avec la Fondation depuis plusieurs années. Mm-hmm. Et puis, dans une des choses qu'on fait en collaboration, je suis jury sur un concours qui s'appelait Demain Québec. Là, l'année passée, il n'y en a pas eu. Et je suis en train de me dire, ben là, j'essaie de voir quand est-ce que Mission Milton a gagné. 2017, 2018, là, j'oublie la date exacte. Mais j'étais jury sur analyser les projets citoyens qui avaient un impact environnemental, social. Et Mission Milton en faisait partie et a été gagnant une des années. Fait que c'était le fun parce que c'était une année où est-ce qu'on a récompensé dans ce prix-là, le prix avec la Fondation David Suzuki, à la fois Mission Milton qui est... le résultat de ce que tu n'as pas fait en amont, en aval, où est-ce que tu as des déchets dans l'environnement, tu dois ramasser. Puis on avait aussi souligné le travail du festival Zéro déchet à Montréal. Donc, il y avait dans les deux volets, là, amont-aval. C'est ça, Mission Milton. Ouais. C'est un projet pour ramasser les déchets. Exact. Fait que là, j'ai connu Mission Milton. Mais des déchets sauvages. Là. Oui, des déchets sauvages qui ont été laissés dans l'environnement pour que personne ne fait jamais. Ben non, c'est jamais personne la faute à n'abandonne personne. une canette à deux pieds d'une gobeuse. Ça arrive jamais. Donc là, eux autres, ils ont parti mission 10 tonnes initialement parce qu'ils voulaient enlever 10 tonnes de déchets sauvages de l'environnement. Ils ont réalisé l'exploit super vite. Bon, on voulu poursuivre. Mission 100 tonnes. Ont encore une fois atteint l'objectif assez rapidement. Donc là, ils ont transformé ça en mission 1000 tonnes. Donc là, moi, je les ai connus à travers la Fondation David Suzuki. Je me suis dit, super louable. C'est beau ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est beau le mouvement qu'ils ont parti. Jimmy et Lynn qui ont parti ça. Jimmy Vigneux et Lynn Morissette.
Bon, mais moi, j'aimerais ça donner un coup de main. Donc, j'en ai parlé à Cascade. Je sais, est-ce qu'on pourrait les commanditer? Est-ce qu'ils cherchent des commanditaires? Ils ont besoin d'appui financier. Donc, c'est un OBNL. C'est un OBNL. Puis, bon, ben, fait que le partenariat a commencé comme ça aussi. Donc, là, on a rentré un partenariat avec Cascade auprès de Mission Milton. Et là, ben, l'équipe m'avait approché en me disant, ben, est-ce que tu serais intéressée à devenir ambassadrice? Puis là, je dis, ben, why not coconut? J'ai énormément de temps. Ça tombe bien. Surtout pas mère de 3 enfants et j'ai surtout pas un autre projet à la oui, maison. Mais je les Plus ma job à Cascade. Oui, why not? Ben oui. Je les implique dans la démarche, ils viennent faire des corvées. On le faisait déjà. Dans le fond, t'as des employés à la maison. Oui, gère ça. Bien temps, ça fait de corvée. Amène les sacs, les pinces. Ils dorment-tu le samedi? Oui. Des fois, ben, c'est ça. Je veux pas les faire 8, là. Je veux pas les. Mais ils embarquent là-dedans, ils trouvent ça le fun. Puis c'est cute parce que là, il faut que je vous raconte une anecdote. Grégoire, il y a son meilleur ami, mon garçon de 13 ans, celui qui met à jour la carte interactive. Je replace les gens. Oui. Grégoire, son meilleur ami, il trippe faire des corvées, il aime vraiment ça. Fait que quand il vient à la maison, il me le demande tout le temps. C'est est-ce qu'on pourrait aller faire une corvée là? C'est bien cute. J'avais pas prévu ça dans le plan de match de la journée. Je dis, bon, let's go Félix, on y va. Fait que là, Grégoire, il fait comme, pas encore! Fait que là, j'y suis, lui ici. Fait qu'il y a une influence à l'extérieur de la cellule familiale, dans la communauté. Ouais. Puis là, ben, on fait des jeux, tu sais, celui qui trouve l'objet le plus inusité quand on fait une corvée. Donc là, tu sais, on rend ça amusant, ludique. Donc là, les jeunes embarquent. Puis on ramasse souvent les amis des enfants. Fait qu'on finit par faire souvent des corvées avec tous les amis, des voisins. Fait que c'est plus propre dans votre coin. Ouais. C'est très propre dans notre coin. Wow. Mais il y a la job perpétuelle à faire. Tant qu'il y a de l'humain. Mais je trouve ça drôle parce que souvent, on se demande quoi faire avec les enfants. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants autour de moi, et beaucoup de familles. Puis il y a des, tu sais, on a un groupe de filles, puis c'est comme, quelle activité je préfère avec mes enfants, là. Ça sonne comme une super belle activité que tu rends ludique, puis qu'en même temps, ça rend utile à l'agréable. Oui. Puis en plus, tu fais du sport, tu bouges. T'es toujours penché, fait que c'est des super pour les cuisses. Donc là, mais c'est ça, on bouge. C'est agréable. On le fait pas quand il pleut, là. On y va quand c'est agréable. Quand il fait froid, non. Ouais. Quand il fait froid, de toute façon, on voit moins les déchets. Fait que, mais au printemps, c'est super. On prend des marches. Oui, là, ça fait surface. Le blanc, quand le blanc s'en va. Oui. Moi, je me rappelle, tu sais, j'ai travaillé longtemps dans des centres de tri, là, quand ça fond, là. Les secrets! Tu vas découvrir des choses. Il y a des petits secrets cachés. Donc, c'est ça, on rend ça ludique comme ça. Puis, à un moment donné, les enfants ont trouvé de l'argent en faisant une corvée. Fait que, tu sais, t'imagines toutes les histoires que ça crée. Puis après ça, bon, on fait la pesée. Tu sais, bon, c'est ça. Fait qu'on s'amuse en faisant ça. Les gens, je pense pas qu'ils voient ça comme étant une corvée, là. Puis, je fais pas ça toutes les fins de semaine non plus, là. Puis, on organise, des corvées avec la famille. On part des fois juste nous, nos amis, notre entourage. Puis, des fois, ben, on en fait. Comme ambassadrice, je me suis engagée à en organiser. Donc, je peux pas juste partir tout seul. J'en organise aussi avec des plus grands groupes. Donc, l'été passé, j'en ai fait un à la ville de Richmond en collaboration avec la MRC. J'en fais avec Cascade. Cette année, j'aimerais ça embarquer même des clients, des partenaires de Cascade à en faire pour influencer aussi, pour emmener une influence positive sur ce mouvement-là. Donc, fait que là, ça, c'est mon rôle d'ambassadrice, c'est de pousser une petite coche en haut pour essayer d'aller pas... J'ai pas tant d'objectifs à atteindre sur le poids ramassé. Là, j'ai pas besoin de ramasser tant de tonnes. Là. Mais je dois m'engager à faire quelques événements, en parler, à créer une discussion autour du sujet. Donc, c'est ce que je m'engage à faire de toute façon. Mais toi, l'engagement, c'est important dans ta vie. C'est ça qu'on sent. C'est-à-dire que tu pourrais dire, comme beaucoup de monde, puis même moi, des fois, je dis, j'en fais assez. On dirait que toi, c'est comme infini, là. Ton power, il a l'air infini, là. Oui, je pense que je suis juste comme ça. J'ai besoin d'être dans l'action. J'ai vraiment besoin d'accomplir des choses concrètes. J'ai besoin de faire quelque chose de mes journées qui servent à quelque chose. Tu veux être utile. Oui, vraiment. Ça serait quoi, mettons, pour toi, le nec plus ultra d'être utile de l'engagement? Mettons, tu te projettes dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des élections, 4 ans, mettons. J'aimerais ça aller servir le citoyen. Ouais, oui. Donc, ça, c'est dans mon parcours. J'ai réfléchi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi, mais je voulais pas le faire parce qu'avec les jeunes enfants, avec le travail, avec d'autres implications, à un moment donné, il faut que tu saches où arrêter. Là. Puis mon bénévolat ne s'arrête pas là. Je suis bénévole dans une salle de spectacle. Je fais plein d'autres affaires. Puis tu es jury sur 100 000 affaires. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai pas beaucoup... les temps libres le soir sont occupés par plein d'implications. Je suis le comité de la famille de la ville de Richmond. Je fais plein de choses comme ça aussi, là.
Donc, j'ai commencé justement là, à essayer de comprendre. Je veux comprendre la machine municipale, je m'y intéresse. Puis là, oui, l'année prochaine, il y a des élections, puis j'aimerais ça commencer à rentrer. Les enfants sont plus grands. C'est là que je pense, parce que c'est sûr que c'est l'implication beaucoup les soirs, les fins de semaine. Oui. Ces implications. Oui, puis on sait que le monde municipal en ce moment est assez particulier, c'est-à-dire que l'argent n'est pas là, dans le sens que il y a plein de services qu'avant n'existaient pas au sein des municipalités. Et comme par exemple, on parle des crises du logement, on pense aux problèmes environnementaux qui peuvent avoir un impact, les inondations, les ci, les ça qui s'en viennent dans les municipalités, c'est dompé dans le cours des municipalités, mais toujours avec le même argent qui vient des taxes municipales. C'est des gros enjeux, ça prend du courage pour se lancer dans le monde municipal en ce moment parce que le provincial a l'air à domper bien des affaires dans le cours de la municipalité en disant arrange-toi avec ça, comme on dit. Là. Mais toi, face à ça... écoute, c'est sûr que c'est pas l'implication qui a l'air la plus agréable. On s'entend, là. Je pense que c'est vraiment... Je le ferais parce que conviction profonde de vouloir aller faire une petite différence dans un milieu. Mais c'est sûr que, je vois les maires, les mairesses tomber par burn-out. Les gens sont durs, hein? Les gens sont durs avec les élus municipaux. Je lis beaucoup, moi, tu sais, là, je suis souvent sur les médias sociaux, fait que je lis beaucoup les trucs qu'on écrit aux maires, aux mairesses, aux conseillers, tout ça. Puis je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus vers la joie et l'amour plutôt que la confrontation et la haine? En tout cas, je me pose cette question-là. Tellement d'accord. C'est pour ça que c'est un passé bien. Puis là, je dis pas je vais me présenter. Là, j'ai nommé maire et mairesse. Là, c'est pas ça que je vise à faire. Je vais pas me présenter comme mairesse. C'est rare quelqu'un qui score tout de suite maire en partant. Non, il y a Denis Coderre là, qui est toujours prête. Je ferais les classes avant là, comme conseillère pour aller apprendre la machine, tester, voir si j'aime ça aussi. Après ça, tu commences, c'est sûr que je ne ferais pas que ça non plus. Donc je vais conserver un emploi. Oui. Mais d'ailleurs, ton emploi, parlons-en un petit peu. Bien sûr. Directrice du développement durable chez Cascade depuis près de 18 ans. Ah, j'ai pas fait ça tout le long, par exemple, chez Cascade, parce qu'il n'existait pas, le développement durable à l'époque. Chez Cascade. Oui, chez Cascade depuis 18 ans. Veux-tu nous expliquer un peu ton parcours, puis comment tu as évolué là-dedans, toi, en tant que personne, puis le développement durable en général à travers les années? Ah oui. On va aller par étapes. Tu arrives chez Cascade, tu fais quoi? Je suis en philanthropie. Donc, je m'occupe de tout le volet des partenariats. Donc, c'est ça, c'était mon passé avant d'arriver chez Cascade. J'étais à la Fondation Germain Bombardier. Fait que tu es rentré, toi, par ton application de la philanthropie dans une entreprise qui était quand même reconnue au niveau environnemental, mais qui n'avait pas de département de développement durable à cette époque-là? Ça n'existait nulle part, en fait. Non, c'est vrai. En tout ça, c'est 2006. Il n'y avait même pas de loi. Ça commençait, là, la loi sur le développement durable au Québec, c'était en 2006. La loi sur le développement durable au Canada, c'était en 2008. Donc, on appelait ça encore l'écologie. C'est fou, là, ça fait pas si longtemps quand on y pense. Là. On est très critique par rapport à ce qui se passe, mais on oublie que sur l'échelle d'une vie, c'est pas tant que ça. Ouais. Ah non, c'est ça. C'est très, très nouveau dans les organisations. Tu sais, rapport Brundtland 87. Après ça, il y a eu la décennie 80. Tu sais, je veux dire, c'est le début des années 2000 qu'on a commencé à parler de ça dans les organisations, puis se doter de lois, de politiques. Donc, dans les organisations privées, corporatives, il n'y avait pas ça à l'époque. Nous, on a commencé à avoir des conversations. J'étais partie prenante de ces conversations-là avec la fonction que j'avais à l'époque. Parler d'avoir un plan de développement durable. Puis en fait, comment c'est né, c'est... Nous, on faisait déjà des rapports de développement durable. On expliquait ce qu'on faisait. Donc, ça, c'était depuis 1996. C'est pas toutes les compagnies qui faisaient ça. Là. Non, je pense que ce désir de transparence-là est très présent chez Cascade. On avait déjà, à côté des états financiers qui sont réglementaires, obligatoires, parce qu'on est une compagnie cotée en bourse, on avait déjà ce désir-là d'être transparent puis de ne pas que divulguer de l'information financière ou économique, mais de divulguer aussi des faits, des résultats qui étaient environnementaux et sociaux. Donc, il y avait des bilans sociaux qui se publiaient. On appelle bilans sociaux, mais sociaux et environnementaux. Donc là, c'est ça. Après ça s'est appelé rapport de développement durable. Et puis, est venu à l'époque où est-ce qu'on faisait les rapports, j'étais impliquée aussi. Puis après ça, est venu une époque où est-ce qu'on a fait une consultation de parties prenantes pour, en prévision de faire un plan d'action en développement durable, où est-ce qu'il y a des groupes environnementaux. On s'est assis avec les groupes environnementaux. Et un des faits, c'est le fun d'avoir un rapport qui dit ton passé. Ça serait le fun, par exemple, de savoir où est-ce que tu t'en vas. Okay. Donc,
d'où la naissance d'un plan d'action. Donc, ça, c'est en 2009-2010. Donc, j'ai pris le relais, puis je me suis en allée dans le département de développement durable. Bien, pas vraiment de département à l'époque, là, mais on s'est doté d'un plan d'action, puis là, bien, ça prenait quelqu'un pour le faire vivre, ce plan d'action-là. Donc, c'est devenu ma fonction. C'est quand même magnifique de voir qu'il y a une entreprise qui a voulu investir là-dedans. Là. Surtout des grosses entreprises comme ça, c'est facile de mettre ça de côté puis de faire comme, on va le faire, mais tu sais, juste pour dire, là, tu sais, c'est... Pour bien paraître. Ouais, ben c'est ce qu'on entend. C'est ça qu'on entend des fois. Tu sais, les gens disent, ouais, ils sont forts en marketing. Mais tu sais, qu'est-ce que vous faites concrètement? Tu sais, mettons, t'as-tu, 2 exemples, 3 exemples, tu pourrais nous dire, regarde, pas juste du marketing, regarde, on fait ça, mettons. T'as-tu... Mais en fait, d'avoir un plan d'action public comme ça, c'est déjà un super gros engagement parce que tu dois rendre des comptes. Puis après ça, parce que faire un état des lieux, là, c'est pas compliqué. Là. C'est voici ce que j'ai fait, puis merci, bonsoir. C'est-à-dire où est-ce que tu t'en vas, c'est un super engagement parce que tu dois après ça rendre des comptes où est-ce que tu es. Mais à qui tu rends des comptes? Là, on rend des rapports publics. Donc, tu sais, nous, là, qui lit nos rapports de développement durable? Mais maintenant, c'est beaucoup de nos clients. Ouais. Les consommateurs, c'est sûr, parce qu'on a des produits qui sont... on est beaucoup business to business chez Cascade. On a business to consumer et quelques produits qui sont consommateurs. Mais c'est pas la grosse partie de l'entreprise. C'est beaucoup on sert d'autres entreprises. Donc, on est une compagnie cotée en bourse, donc nos rapports de développement durable sont lus par nos investisseurs. On est questionnés sur les résultats aussi. Donc, les parties prenantes lisent le rapport. On le sait parce qu'on se fait questionner sur qu'est-ce qu'on a publié. Donc, ça, c'est un premier gros engagement de rendre ça public puis d'avoir des engagements comme ça sur différents éléments, différents aspects. Puis après ça, ben c'est sûr que tu vas vouloir mettre en place, puis moi, le petit défi que j'ai puis que je me donne chez Cascade, c'est de mettre en place des programmes qui n'existent pas nécessairement ailleurs. Donc, l'originalité. Oui, bien, essayer de frapper l'imaginaire en mettant quelque chose de nouveau en place dans une entreprise où tu n'aurais pas pensé que ça aurait été en place. Exemple, un programme d'électrification des transports. Bon, on a mis ça en place en 2017. On a décidé de déployer un large réseau de bornes de recharge sur l'ensemble de nos sites. On a quand même 100 sites en Amérique du Nord. On n'a pas fini de déployer des bornes. Mais c'est quand même énorme. Là. Oui, on a déployé 100 bornes à date sur différents sites. Québec, Ontario, on est en train de travailler sur la côte ouest canadienne. On a des usines en Colombie-Britannique. On est en train de faire ça. Puis là, ben, on est en train de regarder pour déployer aux États-Unis. Puis en plus des bornes, ce que je trouve intéressant, c'était l'incitatif financier qui venait avec ça. Donc, on a présenté un projet, on a développé un groupe de travail à l'interne, on a présenté le projet. Tant qu'à faire un projet, mettons une petite coche d'innovation là-dedans. Un des freins pour l'acquisition des véhicules électriques, c'était le prix d'achat. Ben oui. Donc, on a proposé d'aller bonifier, dans le fond, le fait d'avoir des bornes gratuites, mais avec une aide financière pour les employés. Donc, on donne 2 000 $ aux employés qui s'achètent un véhicule électrique. Ah, ouais. En plus de subventions provinciales et fédérales. Exact. Wow. Ah, ouais. Donc, et est-ce qu'il y a un engouement? Oui, vraiment. Oui, 2 000 $, c'est un levier. C'est pas un gros montant. Puis après ça, on a évalué ce qu'on en donne plus. Mais là, à un moment donné, on voulait pas arrêter. Là, on s'est dit, on va essayer de combler un petit trou, là, mais c'est sûr que, idéalement, on aurait aimé ça que ce soit 5 000, mais là, il faut le faire à l'ensemble des employés. On a 10 000 employés. Quand même, donc, 2 000 fois 10 000, il faut le budgéter. Oui, exact. J'espère que ça marche, mais pas tant que ça. Et ça marche. Et ça marche. Donc là, c'est des idées comme ça que je veux qu'on emmène, de nouvelles. Puis là, je précise, on parle d'auto électrique. C'est sûr que l'idéal, c'est pas d'auto du tout. Tu sais, je suis en développement durable. Mais à Kingsley, c'est tough sur le pouce. C'est sûr. Il n'y a pas de transport en commun. On a beaucoup d'usines dans des centres comme ça où est-ce qu'ils sont un petit peu plus éloignés des centres urbains. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai essayé tant bien que mal. Et on a essayé avec d'autres employés aussi de mettre en place des programmes de covoiturage, des incitatifs. C'est super difficile. Mais en même temps, il y a l'acceptabilité sociale. Il n'y a personne. Tu sais, moi, je suis allé visiter Cascade, puis je trouve ça extraordinaire, puis tout ça, mais il n'y a personne qui veut avoir une usine à côté de chez eux nécessairement. Ils ne sont pas dans un quartier résidentiel. Puis même au niveau de l'urbanisme, ça ne marche pas. Bon, fait que c'est sûr qu'il y a toujours une certaine distance. Puis on ne va pas se leurrer. Le gouvernement n'a pas vraiment investi sur le cocktail de transport autre que de faire de l'asphalte pour l'automobile. C'est ça là, qu'on fait. Ou dans les régions urbaines, dans les régions urbaines. C'est ça. Tu sais, effectivement, il faut le retravailler, tout ça, mais le Québec est grand. Tu sais, souvent, on se compare avec l'Europe, mais tout est densifié.
Fait que ça, il va falloir qu'on le regarde aussi. Fait que l'auto électrique, c'est un peu la solution pour l'instant. Pour l'instant, tu sais, quand on est en auto en solo, à un moment donné, c'est l'option la moins pire au Québec. Oui. Il y a des places qu'on ne va pas déployer le programme d'électrification non plus parce qu'il ne fait pas de sens au niveau environnemental. Donc, exemple, en Alberta, l'électricité est produite de façon moins propre, plus sale. Mettons, Donc, c'est comment, je ne sais pas. Comment en Alberta, c'est avec vraiment du pétrole qu'ils font de l'électricité? Comment ils font ça? Je ne sais pas. Ils n'ont pas d'hydroélectricité. Je me rappelle pas du bouquet énergétique par cœur, là, mais oui, c'est avec gaz naturel. Ils ont du nucléaire ou non? Je sais saurais pas. dire. Non, mais je voulais pas te piéger. C'est juste que effectivement, j'entends beaucoup, mais le Québec, on est privilégié pour faire ce virage-là parce qu'on a énormément d'hydroélectricité, mais je sais qu'il y a des endroits que c'est fait avec du charbon. Qu'il y a des endroits que c'est fait avec du nucléaire. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'idée, c'est que l'électricité, c'est le fun quand c'est de l'électricité propre. Oui. Et renouvelable. Exact. Là, ton véhicule électrique va être bénéfique. Oui, c'est ça. Après tant de kilomètres parcourus. Là, il y a les analyses de cycle de vie qui ont été faites par rapport à ça. Oui. Donc là, Hydro-Québec a conduit une analyse de cycle de vie sur le véhicule électrique et dans le rapport, il y a le seuil à respecter par rapport à l'électricité. Donc, si ton électricité, le gramme de CO2 produit par kilowattheure est au-dessus d'un certain seuil, continue de rouler avec ta voiture au gaz rendu là. Oui. Donc là, c'est ça, on a ce seuil-là. Donc, on regarde le portefeuille énergétique des régions où est-ce qu'on est établi. On regarde si ça vaut la peine de déployer ou non le programme. Donc, il y a des lieux, il y a des États américains où est-ce qu'on ne va pas déployer le programme parce qu'on est au-dessus du seuil. Puis au Canada, mais ça va rassurer beaucoup de gens parce que, tu sais, quand on est connu et reconnu, puis qu'on est sur la place publique, puis qu'on met public nos actions, il y a toujours le petit yaourt qui arrive puis qui dit « Ouais, mais c'est du greenwashing. » Puis, tu sais, quand tu vois que la politique a été réfléchie et qu'elle fait partie d'un plan, il me semble, moi, ça me rassure comme personne de dire, c'est fait par des gens brillants qui ont réfléchi, qui n'ont pas juste qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être populaire cette semaine. Tu sais, on voit que, tu sais, Cascade est très impliqué aussi dans sa communauté, tu sais, dans le développement durable, vraiment, on sent que c'est dans votre ADN. Ouais. Ce programme-là, comment je le vois aussi, puis je le perçois, c'est que c'est sûr, à l'échelle de l'entreprise, c'est pas ça qui va faire une différence parce que ça fait partie du bilan dans nos émissions de gaz à effet de serre de portée Scope 3. Puis, tu sais, je trouve ça super important parce que de le mentionner. Scope 3. Ça veut dire quoi, ça? C'est ça, je trouve ça important d'avoir la donnée. Quand on parle d'un projet ou d'un programme environnemental, il faut regarder les bénéfices, qu'est-ce que ça apporte. Puis, tu sais, on connaît nos chiffres, on sait où ce qu'on génère des émissions de gaz à effet de serre chez Cascade. Mais Scope 3, là. En fait. Je suis encore là-dessus, je t'entends, là, mais moi, je suis là, Scope 3, je comprends pas. Ah oui, parfait, je l'explique. D'accord. Bon, dans le fond, au niveau de l'entreprise, tu génères des émissions de gaz à effet de serre de par tes activités, puis de par aussi les activités en amont et en aval de ce que tu fais. Donc, Scope 1, les émissions de portée 1, en bon français, c'est vraiment les émissions à la cheminée. Donc, c'est vraiment le carburant, ce que tu vas avoir utilisé en usine pour pouvoir faire rouler tes installations. Du gaz naturel qui rentre dans ton usine pour faire X, Y produit. Bon, tu as des émissions à la cheminée. C'est vraiment les émissions à la cheminée, portée 1. Donc, c'est ce que tu rentres dans ton usine pour faire rouler ton installation. OK. Après ça, tu as les émissions de portée 2, Scope 2, c'est l'électricité que tu vas consommer. Donc, c'est vraiment séparé. Fait que d'un, c'est plus le niveau des carburants, puis de l'autre côté, c'est le niveau de l'électricité. Donc, là, c'est vraiment séparé, ton bilan. Donc, le Scope 2, c'est l'électricité. Donc, si on est au Québec, on s'approvisionne de Hydro-Québec. Bon, l'électricité, elle est produite de façon propre. Elle va émettre très peu de GES par kilowattheure acheté. C'est pas le cas partout. Donc, là, à chaque place, tu as un facteur d'émission qui rentre en fonction de ce que tu consommes. Puis là, on mesure tout ça. Puis après ça, ton Scope 3, c'est les émissions en amont et en aval, chaîne d'approvisionnement, et après ça, toute ta logistique, ta fin de vie de produit. Donc, c'est vraiment tes activités complètes. Fait que dans le fond, c'est ce que tu dois évaluer comme organisation pour avoir l'ensemble de ce que tu génères comme entreprise, ou c'est quoi ton poids sociétal, environnemental. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, tu sais, souvent, tu sais, le Journal de Montréal est fort là-dedans, là, il sort le top 10 des entreprises polluantes, puis honnêtement, Cascade sort là-dedans. Quand est-ce que tu as vu ça?
Oh oui, ils disent, oui, mais les papetières, c'est Les polluant, papetières, blablabla. Les papetières, en termes de... Faudrait que je vois. Honnêtement, j'ai pas... Ah ouais, mais ils sortent genre, oui, mais c'est des papetières, c'est extrêmement polluant, les papetières. Mais tu sais, honnêtement, je dis Cascade sort là-dedans. C'est semi-vrai, dans le sens où c'est les papetières, tu sais. Puis, en même temps, tu dis, OK, on fait un sondage, c'est quoi les entreprises les plus aimées? Et Cascade sort là-dedans. Fait que, tu sais, d'un côté, il est très aimé. D'un côté, il y a certains groupes environnementalistes qui disent, ouais, mais les papetières, ça gaspille bien de l'eau, mais c'est pas clair, c'est pas vrai, là. OK? Il y a des nuances, mais on entend ça. C'est sûr. T'sais. Ben là, écoute, c'est sûr que je ne veux pas rentrer dans le débat puis de non, c'est pas ça l'objectif. Non, mais c'est là que tu as une mesure super importante. C'est là que ton scope 3 est super important aussi, parce que si tu fais juste regarder, les yeux fermés sur scope 1, scope 2, ce que tu produis à l'échelle usine, ben des fois, c'est pas beaucoup. Après ça, il faut que tu regardes, ta chaîne d'approvisionnement là, est énorme dans ton bilan environnemental d'entreprise. Donc, il faut vraiment que tu regardes l'ensemble de tes émissions. Et c'est un peu le problème, je trouve, en environnement, souvent. C'est qu'on regarde une affaire, on regarde pas systémique. Il faut que tu aies la photo d'ensemble. Et ça prend la photo vraiment, c'est quoi disait Dominique? Holistique. Tu sais, faire une approche. Moi, j'aime beaucoup le mot holistique. Je trouve il faut le ramener. L'holistique, pour moi, ça fait le corps et l'âme, tu comprends? Moi, j'aime beaucoup ça, l'holistique. Je trouve qu'il faut le ramener dans le débat, l'holistique. Mais on effectivement... dit c'est écosystémique aussi. Écosystémique. Mais tu sais, écosystémique, je vois un fichier Excel. Holistique, je vois des chakras de l'âme puis des gens. Oui, mais de l'âme. L'âme, c'est pas si ésotérique, ça nous habite. Il faut le ramener à ça. Il faut le ramener à qu'est-ce qu'on ressent aussi. Puis en gestion de matières résiduelles, c'est un peu ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait que les gens aiment tant Cascade? C'est que vous devez stimuler quelque chose à l'intérieur des gens. Il y a une fierté. Moi, je suis hyper fier de dire Cascade, c'est québécois. Tu sais, j'ai déjà rencontré un ou deux, je les ai pas tous rencontrés, un ou deux frères Lemaire. J'ai visité, tu sais, puis là, on s'entend, c'est pas une pub Cascade, là, mais je veux dire, je suis fier quand j'en entends parler. Puis, tu sais, je parle beaucoup de recyclage dans la vie. Puis, je dis, mais attendez, là, c'est recyclé ici au Québec. Là, ils font des choses extraordinaires. Ah, ouais, comment ça se fait qu'on sait jamais ça? Ben oui, on devrait peut-être faire une pub qui expliquerait la patente. Puis, tu sais, en parler plus. Mais c'est un peu le but de cette balado-là aussi, c'est de dire, ben ça va mieux qu'on pense, c'est de faire rayonner les affaires qui marchent. Parce qu'il me semble que les affaires qui marchent pas, ça rayonne pas mal. Hein? Mais trop. Trop, c'est ça. Mais avec ton nombre d'années chez Cascade, ton sentiment de loyauté, d'appartenance à cette marque-là, cette entreprise-là, ça démontre qu'il y a justement une grande loyauté. C'est quoi qui fait que tu es resté là? T'sais? C'est quoi qui fait que toi, tu décides d'évoluer là-dedans? Les valeurs de l'organisation, ça me rejoint beaucoup. Tu viens de parler des frères Lemaire, là, mais quand je suis rentrée chez Cascade, il y a 18 ans, la première journée de travail, j'étais là. Alain Lemaire, qui était président à l'époque, est venu me voir. Tu sais, je commençais, première journée, bonjour, puis il est venu me saluer, poser des questions sur je venais de où, qu'est-ce que je faisais, s'intéresser aux gens. Tu sais, ça, j'ai fait, ben voyons, c'est donc bien exceptionnel. Oui. C'est une grosse organisation. Puis, oui, j'ai le président, c'est sûr, je suis au siège social, mais j'ai le président qui a pris le temps dans sa journée très occupée, forcément, de venir me dire bonjour. C'est fou à quel point juste une interaction humaine comme ça peut faire une différence dans le sentiment d'appartenance qu'un employé peut avoir à son entreprise. Il y avait ça, je trouve, aussi dans Avatar. Hein? Dans Avatar, il disait « Je te vois ». Et on a besoin... Non, mais on a besoin... Non, mais attendez, c'est que ce que M. Lemaire a fait, c'est dire « Je sais que Marie-Ève, tu commences aujourd'hui chez nous. Tu viens dans notre gang. Moi... je suis le chef de cette gang-là, je te vois, je te remercie de nous avoir choisis, de faire partie de notre équipe et tout ça. Puis on dirait qu'à partir de là, tout de suite, il y a une adhésion, un accueil qui est important. Puis ça fait 18 ans que tu es là. Ah oui, vraiment. Parce que tu aurais pu aller travailler ailleurs demain matin. Tu as sûrement eu des offres. C'est sûr, oui. Sûrement. Mais oui, puis c'est super transparent. Là. Oui, mais je reste. J'ai eu des tentations à quelques reprises, mais non. Les tentations étaient à quel niveau? Ah, mais tu sais, je partais. Maintenant, si je partais, là, c'était pour une entreprise qui est aussi renommée, réputée dans des... Tu sais, j'irais pas travailler pour n'importe qui. Vraiment les pas. valeurs Là. sont importantes. Oui.
Bien, puis mon travail fait du sens pour moi. Tu sais, je travaille, puis c'est super stimulant. Je travaille jamais sur les mêmes sujets. Ma journée est composée je peux parler d'affaires super techniques comme des gaz à effet de serre de portée 3. Ouais, le scope, j'avoue que là, les deux, on était partis, nous autres. Tu nous as largués. C'est ça, on fait beaucoup de la mesure. Tu sais, dans l'équipe de développement durable, on a 3 personnes en finance. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on mesure, on regarde qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on a le plus d'impact. Ouais. Tantôt, ce que je voulais dire, c'est que l'électrification des transports, ça n'a pas un gros impact dans notre portfolio de gaz à effet de serre d'organisation. Mm-hmm. Parce que là, c'est la mesure des véhicules, des employés, donc ça rentre dans la portée 3. C'est très faible comme émission pour nous, sauf que des fois, comment on a vendu le programme à l'interne, c'est qu'il faut mettre en place des programmes comme ça pour raviver, susciter la fierté des employés aussi, parce que ce programme-là s'adresse à eux. Et eux, le transport, dans leur portfolio des gaz à effet de serre, bien, le transport occupe une grande place au niveau individuel. Peut-être pas au niveau de la portée d'une organisation, mais au niveau individuel, c'est grand. Mais le transport, c'est un des enjeux les plus importants au niveau de la réduction des gaz à effet de serre sur la planète. Oui. Et on en parle peu. Oui, puis mettons, à l'échelle de l'organisation chez Cascade, c'est pas le transport qui a le plus d'impact. Mais... Moi, c'est mes usines. C'est les usines de Cascade qui ont le plus d'impact, mais il faut l'adresser le transport. Il faut adresser le transport des employés. Donc, ça, ce programme-là, moi, je le voyais même pas environnemental, je le voyais social. OK. Avec une adhésion informée. Je trouvais que c'était une belle façon aussi d'informer les gens sur... calcul des affaires, ça se peut que ça soit bénéfique, ça se peut que ça soit pas bénéfique, ça dépend combien de temps tu roules. Fais tes calculs. Vous vulgarisez l'information pour vos employés. Puis ça, je pense que c'est vraiment un beau cadeau que vous leur faites parce que souvent, c'est juste ça. Je pense que tout le monde veut faire les bons choix, veut trouver une façon de faire comme, OK, comment je peux faire, mais c'est tellement c'est quoi le mot? C'est pas concret, c'est compliqué. Fait que de pouvoir juste vulgariser l'information pour faire comme, voici le calcul, est-ce que ça marche pour toi, c'est-tu mieux, c'est-tu pas mieux? Comme ça, au moins, tu te déculpabilises parce que tu fais comme, OK, je fais un choix conscient si je prends mon auto, soit si je fais le choix de prendre l'auto électrique ou si je garde ma voiture à gaz normal. Oui, bien c'est ça, calculer vos choses. Je pense qu'on est souvent en train de prendre des décisions précipitées, non calculées. J'en suis, des fois, ça m'arrive de prendre des décisions non calculées, mais une voiture, calcule-le. C'est une grosse dépense. Oui. Puis c'est un gros investissement. En fait, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Fait que fais tes choses comme il faut, fais tes calculs comme il faut. Donc, on a rentré beaucoup ces notions-là de, justement, d'aller chercher la donnée, d'aller évaluer tout ça. Fait que, pour revenir à Cascade, c'est ça. Ça fait du sens pour moi parce qu'il y a une grosse partie de ma job que c'est de l'éducation, de la sensibilisation à l'information. J'adore ça. Que tu fais très bien. Ouais. J'adore ça. Donc, ça, c'est... Moi, je pourrais faire ça à temps plein. Là, j'aime vraiment ça. Fait, j'ai beaucoup... J'ai besoin d'aide. Hein? Je suis tannée des fois. Je me sens bien tout seul au front. Viens m'aider. Là, ça va vraiment aider. On a besoin. Fait que j'aime beaucoup, j'ai une page à l'interne, j'ai un blog à l'interne, que je m'amuse vraiment là, pour le... Je publie créer du contenu à l'interne. Ça peut être super varié. Fait que, j'aime ça, ça fait du sens. Je me lève le matin et je me dis, je m'en vais contribuer à quelque chose. Mais tu as quand même un employeur qui t'offre cet espace-là. Oui. Oui. Vraiment. J'ai une belle carte blanche. Wow, là, vraiment, c'est pas tous les employeurs. Souvent, ça va être plus dans la productivité, comment tu peux ramener de l'argent. Puis j'ai l'impression que ça, c'est ça. Ça fait vraiment partie peut-être parce qu'ils savent calculer, eux autres. Parce que, pour vrai, tout ça, tout ce que tu es en train de faire comme ambassadrice, puis comme jury, puis comme tout ça, mais ça reste que c'est toi de chez Cascade qui est là. Fait qu'en même temps, oui, c'est toi, Marie-Ève, mais on sait que tu es chez Cascade. Fait que Cascade finit par rayonner à travers Rempli Vert, à travers Mission Milton, à travers tu es sur un membre de jury, à travers même, à la limite, cette balado-là, quand ça va être un immense hit, c'est Cascade. Non, mais moi, je suis un gars qui visualise. Mais, tu sais, c'est que... Holistique, toujours holistique. Le mot du jour, holistique. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'ils savent calculer parce qu'ils disent, plus on donne de la corde à Marie-Ève, plus on est regagnant parce qu'elle a intégré les valeurs de Cascade et elle est sur plein de tribunes où elle parle sans parler de Cascade. Mais tu es là aujourd'hui puis je vois ton col roulé de Cascade. Ah, j'ai beaucoup de vêtements Cascade. Je le sais parce que j'ai visité la boutique Cascade aussi. C'est incroyable.
à Kings et Falls, ils ont une boutique. Les gens s'en vont s'acheter de la merch de Cascade. On a un budget. En fait, Cascade nous donne un budget pour aller... Mais c'est parce que moi, c'est une entreprise qui m'épate parce que je trouve que les entrepreneurs ont peur d'investir autant dans leurs employés puis donner justement de la corde à leurs employés, de les laisser rayonner puis être créatifs puis être proactifs. Puis je me demande c'est quoi qui a fait que Cascade a plongé là-dedans sans se poser de questions. C'est quoi la différence, tu sais? Ah bon, ça, c'est peut-être une question à poser au frère Lemaire. Là, mais je pense que c'est ça, tu sais, cette valeur sociale-là, de s'intéresser aux gens. Tu sais, je me rappelle, des parties de Noël, on est 1000 au party de Noël à Kings et Falls parce que c'est un gros hub à Kings et Falls. Il y a beaucoup d'usines de Cascade. On est 1400 employés. Fait le party de Noël, il y a 1000 personnes. Mais les frères saluaient. Tu sais, bon, on a perdu un frère avant Noël. Mais les frères saluent, donnent une poignée de main à tous les employés qui rentrent. Et je pense que je devrais connaître tous les employés par leur nom. Là. C'est sûr que c'est plus difficile aujourd'hui, là, mais tu sais, il y a une époque, je pense que quand c'était plus petit, tout le monde, les frères connaissaient parce les qu'ils ont employés à par leur nom. cœur ce qu'ils font. Tu sais, en fait, je pense que je reviens à ils savent calculer. Ils savent que s'ils sont où ils sont dans la vie, c'est grâce à la force des gens qu'il y a là. Tu sais, moi, ça me rappelle, tu sais, Fred Potvin, là, tu sais, qui a fondé Tricentris, tu sais, c'est ça qu'il disait. Il disait, tu choisis les meilleurs, puis tu leur sacs patience, mais tu les reconnais. Oui, la tape sur l'épaule est très importante. Je pense que c'est ça qui nous manque, peut-être, le petit chaînon manquant là, entre les bons puis les excellents. Là. J'ai l'impression que Cascade, là, cette excellence-là, parce qu'ils ont à cœur les gens. Puis ces gens-là, après ça, ils partent, puis ils véhiculent les valeurs, puis les transmettent un peu partout. Donc, ça devient des acteurs de changement, je pense. Tu sais? Je pense aussi. Il y a une phrase qui m'a frappée puis qui a marqué mon imaginaire cascadeuse. Oui. Quand je suis rentrée chez Cascade, j'avais écouté une vidéo, je pense que c'était Les Artisans du rebut global, qui était une émission qui a été faite comme 2006. Oui, ça fait un bout de longtemps. Ça, ouais. Puis, Bernard, les trois frères étaient interviewés. Puis, il y avait une question à la fin. C'était Cascade, c'est quoi pour toi? Et puis, les trois frères ont répondu à tour de rôle. Puis, moi, la réponse de Bernard, qui nous a quittés, c'est lui qui nous a quittés avant Noël. Bernard a dit, avec les yeux remplis d'eau, tu sais, comme si ça le touchait profondément pour vrai. Sa réponse, c'était pour moi, Cascade, c'est les gens. Puis là, j'ai fait wow, tu sais, c'est ça, là. Dans le fond, je pense que c'est de même que tu fais vivre une entreprise. Ouais. On est une entreprise manufacturière. On a des machines, des grosses usines, tu sais. Mais pour lui, là, Cascade, c'était pas des machines puis des usines. Cascade, c'était les gens qui opéraient ces machines-là, les gens qui travaillaient pour faire vivre, les produits que généraient ces machines-là. Puis tu sentais que c'était vrai et non pas une ligne de com. Non, parce que maintenant, tu sais, va sur LinkedIn, là, tout le monde est fier de quelque chose, puis tout le monde fait partie de la plus belle grande famille du monde, tu sais. Mais c'est-tu vrai? Tu sais, après ça, tu t'interviews le boss puis tu vois que ça va le pas haut. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Tandis qu'on voit que chez Cascade, c'est vraiment intégré puis c'est clair. Tu rentres chez Cascade, c'est ça les règles du jeu. C'est comme ça que ça s'en vient. Bien, moi, je le perçois comme ça encore. Tu sais, je ne sais pas si des nouveaux employés vont le percevoir comme ça nécessairement. C'est sûr qu'avec le télétravail, il y a peut-être des gens qui sont un peu moins présents physiquement. Souvent, c'est l'aspect physique qui te permet aussi d'avoir le feeling. C'est clair. Mais nécessairement, moi, c'est venu me rejoindre ça. Est-ce que ça rejoint tout le monde de la même façon? Forcément. Non, mais pas, tout le monde trouve tout le monde trouve sa tune préférée sur l'album. Je veux dire, on arrange cher à son goût. Exactement, c'est ça. Mais pour sortir un peu de Cascade, là, moi, j'ai une question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus? Parce que, on est dans une période noire, là, un peu. Je me dis, qu'est-ce qui t'inspire, toi, au niveau de l'environnement au Québec? Qu'est-ce qui mériterait qu'on mette plus de lumière là-dessus ou qu'on prenne plus cette voie-là? Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Tu dis, en environnement, ça, c'est une bonne track. Ça, c'est une... je n'ai pas un sujet particulier, mais c'est probablement augmenter les connaissances des gens. Donc, tu sais, l'éducation, sensibilisation, information, lisez, pour moi, là, c'est hyper important. Ça, j'ai l'impression qu'on... Puis moi compris, il y a plein de sujets que je ne maîtrise pas. C'est sûr, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais de s'informer davantage, puis d'informer davantage sur des sujets environnementaux, je pense que c'est primordial. Trouves-tu qu'il y en a assez?
Mais c'est sûr que moi, les tribus, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parce que je fais. Parce que tu es dans ta chambre d'écho. C'est ça, tu es dans ta chambre d'écho. La première balado que je vais écouter dans c'est ça va mieux qu'on pense. C'est ça. Exactement. Je veux juste être sûr là, que tu avais bien catché c'était quoi dans ta liste. Là. On dit le balado, entre autres, je pense. Oui, le balado. Oui, j'ai checké ça. Mais Feu vert avec Catherine Perrin, Radio-Canada. C'est sûr que moi, je m'alimente beaucoup de ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tribunes pour les projets environnementaux. En fait, il y en a plus. Oui, tout à fait, il y en a plus. Moi, il y a un chroniqueur à l'émission locale de Radio-Canada que j'écoute beaucoup aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a plus, mais probablement pas assez, parce qu'après ça, quand je parle avec des gens, j'ai l'impression que le message ne se rend pas tout le temps. Puis on a encore beaucoup de perceptions. Il y a toujours le ballon d'eux, là. On a toujours la perception que, oui, mais non, ça, c'est une perception. Pour ça, ça prend de la donnée. Là, publions des données. C'est bon que tu dises ça, que ça prenne les chiffres, parce que je pense qu'en effet, les gens, c'est rassurant de faire comme, OK, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment, on peut le noter, on peut le calculer. Quand on ne voit pas ça, ça peut rester un petit peu surtout de la vraie donnée. Cette semaine, on a traversé l'épisode du début de la semaine là, où le sondage de Léger qui est sorti, là, qui a été sorti par Éco-entreprise Québec qui disait sur les Québécois recyclent pas super bien, tout ça, puis là, des jouets, puis Mais quand tu lisais l'article, là, ça disait que 75% des fois, les citoyens posaient le bon geste. Pourquoi le titre, c'était que les Québécois, ils étaient pas bons? As-tu l'impression des fois que on pousse le négatif. Ouais, t'as-tu ce sentiment-là, des fois? Ben oui, c'est sûr. Le bout, moi, je pense que c'est un élément, c'est pas un sujet, le bout, je trouve, qui nous manque, là, comme société. Oui. On prend des notes, là. Ouais. C'est la responsabilisation individuelle. Moi, ça, s'il y a quelque chose que qu'il faudrait qu'il change, pas faut que ça change. Ça devrait changer. C'est le bout qu'on contrôle, un bout, là, on a une responsabilité individuelle. Poser le bon geste, à s'informer. Mais en même temps, Marie-Ève, tu as raison. Bon mais plus je te critique, moins ça te tente d'être responsable. Si je te dis, tu sais, Marie-Ève, là, ton linge est mal plié. Marie-Ève, ta maison est sale. Marie-Ève, à un moment donné. Oui, mais ça, c'est pas de la responsabilisation. Non, c'est plus. C'est de l'ordre. Dans le fond, ce que je veux, c'est pas que quelqu'un me dise quoi faire. Je veux comprendre comment faire les bonnes choses. Le comment et le pourquoi. Oui, donc, c'est ça qui manquerait. C'est d'expliquer le comment et le pourquoi. Pourquoi il faut pas que tu jettes tes affaires par la porte de ton char quand tu conduis. Oui, vide ton cendrier. Ça disparaît pas comme par magie, cette matière-là. Il n'y a pas quelqu'un qui passe en arrière pour le fun ramasser ça. C'est vrai que ce bout-là de la terre ronde n'est pas capté par les gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu le vois plus qu'il n'existe plus. Tu sais, il est comme ailleurs. Ou bien, tu sais, prends en charge tes affaires, là, puis arrête de penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre en charge les affaires pour toi. Ça, c'est le bout que je me dis, il faudrait tellement arriver à un point là où est-ce que... Parce qu'on est toujours en train de mettre la faute sur quelqu'un d'autre aussi. On est toujours en train de dire, ouais, mais là, c'est de la faute du gouvernement, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Mais je reviens au fait que les gens voudraient bien le faire. Ils ne savent pas comment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on revient à l'éducation, la sensibilisation. Je pense vraiment que c'est ça pour pouvoir avoir une plus grande responsabilité individuelle, il faut que tu saches comment le faire. Oui. C'est ça le problème. Mais moi, je pense qu'il y a des étapes, tu sais, c'est-à-dire que j'étudie un peu l'ISée dans ma vie. Légèrement, mettons. Et ce que je pense, c'est que premièrement, de redonner du sens à ce qu'ils font, valoriser ce qu'ils font déjà, puis les amener à réfléchir ce qu'ils peuvent améliorer. Alors que l'approche qu'on a depuis quelques années, c'est qu'on parle vraiment de ce qu'ils font pas de bien, sans expliquer si ça vaut la peine d'être fait, qu'est-ce qui arrive avec la matière, qu'est-ce qu'elle devient. Et là, on va les amener après ça à l'étape suivante de travailler leur consommation. Parce que la réduction, pour beaucoup de gens, c'est la privation. Ouais. Alors que c'est pas la privation, c'est juste de consommer différemment. Oui, tout à fait. Alors, je pense que si on met ça de l'avant dès maintenant, on va se planter parce qu'on n'a pas expliqué encore le comment et le pourquoi. Et ça prend un pourquoi dans tout. Tu sais, on t'a posé plein de questions jusqu'à maintenant, puis ça faisait beaucoup appel au pourquoi. Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur de toi? C'est quoi ton vrai pourquoi? Et ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas là au niveau de l'humain parce qu'on parle de façon institutionnalisée. Et c'est ce que Cascade avait compris en parlant de l'humain, en stimulant le pourquoi. Puis je pense que si on adresse ça, en tout cas, on a peut-être plus de chances d'y arriver, mais c'est un long shot. Le problème, c'est qu'on est dans Fort Boyard. Dans Fort Boyard, qu'est-ce qu'il disait? Prends ton temps, mais fais ça vite. Fait que, tu sais, c'est... Je me demandais ce qui s'en allait avec ça. 2 clés, 3 clés. Prends ton temps, mais fais ça vite. Fait que, tu sais,
il y a un peu cette urgence d'agir, tu sais. Oui, l'urgence d'agir, tu le feras pas tant aussi longtemps que tu comprends pas pourquoi faut que tu le fasses. Oui, mais si l'urgence est avec un gun sur la tempe, la personne a dit, tu sais, je m'en fous. Non, on va le faire. Oui. Ah, je sais pas. Ah, tu penses? Ben oui. Moi, je pense qu'elle va paralyser par la peur. Ah, non. Ben là, peut-être qu'on va agir tout Mais croche. toi, c'est parce que t'es forte. Tu vas faire. Moi, j'ai écouté des vidéos sur TikTok, je suis capable d'enlever le gun, mais il y a plein de monde qui vont pas. Il y a plein de monde qui vont paralyser par la peur. Non, tu regardes pas ça. Mais ça se peut, je regarde ça, des affaires de spatinats, là. En tout cas, c'est pas grave. Mais. Toi, tu penses qu'il faut. Oui, non, ça. Mais tu penses que c'est. Il faut que je me rapproche de mon micro. Tu penses que c'est vraiment en notant davantage les problématiques que ça va susciter l'action? Mais les raisons. Ah oui, hein? Les raisons. Hey, moi, OK, je vous fais part de l'expérience personnelle. Oui, oui, Vous oui. aller faire une expérience fresque. Tu sais, les fresques du climat, il y a les fresques. J'ai vu ça d'économie passer, circulaire, puis je les me suis réserves pas de intéressé. Ouais. Encore, pour Ben, l'instant. super intéressant. Non, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas, mais je veux que tu me convainques. Ouais. Ah, vraiment, c'est intéressant, Ouais. ça vaut OK. la peine. C'est un 3 heures super bien investi de réflexion et de prise de conscience. OK. Je suis allée faire avant Noël, j'en entendais parler parce que c'est quand même nouveau Oui. comme concept. Là, tu sais, fait peut-être quoi, C'est où qu'il y a ça, mettons? ben moi, il y en a dans plein de régions. Moi, je suis allée à la Maison du développement durable. Ah, OK, oui, il y en a, oui. il y en a souvent à la Maison du développement Quand tu cherches de durable. quoi en environnement, tiens, toi, là, ils sont tous. Oui. Mais il y en avait tu sais, dans mon coin, il y en avait à Sherbrooke. J'aurais pas allé à OK. Sherbrooke, là, mais bon, on s'est fait une petite sortie d'équipe, puis on est allé là-bas. OK. Et qu'on a fait la fresque sur le climat avant Noël. C'est super intéressant parce que, bon, je ne veux pas élaborer sur le concept des fresques, mais faut que tu, dans le fond, tu reçois des petites cartes, puis il faut que tu les places en fonction des causes et conséquences. Ah! Fait que OK. là, nous, présentement, on connaît les conséquences de l'effet des changements climatiques. Tu sais, Ouais. on entend parler beaucoup. En connaît les 2023, ils conséquences. ont eu d'en face. C'est ça, Ouais. problème. Ouais. Mais les causes des changements climatiques. Fait que dans le fond, là, la fresque sur le climat, là, c'est le rapport du GIEC condensé, OK. vulgarisé. De OK. façon ludique Ludique, aussi. Ludique, Ouais. 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 Donc là, tu comprends. Puis là, je fais, là, tu sais, moi, je suis là-dedans tous les Ben jours. ouais. Là, on est là-dedans. J'étais avec mes collègues. On est de l'équipe qui est en plein dans ces sujets-là. Puis on travaille là-dessus continuellement, à essayer de faire les choses, de trouver des projets, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Tu sais, on est là-dedans tout le temps. Là, fait qu'on connaît ça. Mes lectures, c'est juste ça. Et là, on place les cartes. Puis là, on est autour de la table. Puis on fait comme, ah, j'avais jamais vu ça de même. On est dans les causes. C'est toutes les causes. Là, c'est imagé. Là, oui, C'est imagé. clair. C'est Exact. concret. Là, on place nos cartes. Là, après ça, tu dis, ah, mon dossier, quelqu'un qui m'avait expliqué que cette cause et conséquences-là, le lien, j'aurais fait un lien bien plus vite parce que là, je me suis mis à faire des liens que j'avais pas fait encore. Puis, tu sais, je suis là-dedans tous les jours. Peux-tu donner un exemple? Parce que je trouve que c'est moi, je visualise beaucoup les choses, puis on dirait que quand j'ai pas d'image concrète, j'ai de la misère à intégrer l'information. Fait que peux-tu donner un exemple que toi, t'as fait? Oh mon Dieu, à cause de ça crée ça, puis là, ça t'a fait un haha moment. Bon, tu sais, là, tu as une 50aine de cartes à placer avec des sujets différents. Ouais. Là, puis au début, tu commences, tu places 8 cartes. Fait que c'est facile. Après ça, tu rajoutes des cartes. Fait que là, oups, c'est des affaires qui, après ça, ça chevauche. OK. Tu sais, c'est pas linéaire, là. Tu sais, OK. on parle de l'effet des changements climatiques, c'est pas linéaire. Mais Ouais. c'est sûr que, bon, moi, je suis dans l'industrie papetière. Ouais. Oui, je suis dans le recyclé, mais tu sais, ma matière première d'emblée, c'est un arbre. C'est un arbre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a coupé un arbre à un moment Ouais. donné pour que j'aie un Ouais. papier à Ouais. recycler. Mm. Donc, il y a tout l'aspect déforestation Ouais. qui apparaît dans le tableau comme Ouais. étant un élément majeur de l'effet des changements climatiques. Oui, je le savais, mais la façon que ça a été placé sur la carte, on dirait que ça m'a mis comme vraiment plus une urgence d'agir en disant « Oh boy, vraiment, là, on est dans une industrie, là, tu sais, primaire où est-ce qu'on doit adresser la situation. Faut que oui, dans le recyclé, mais il faut faire quelque chose encore plus. On dirait qu'il y a eu l'urgence d'agir encore plus élevée du fait d'avoir fait cet exercice-là. OK. Parce que je voyais les cartes puis je voyais le sujet déforestation. Tu sais. Puis là, ben, on ne fait pas de la déforestation, là, tu sais, mais il reste que c'est un sujet majeur. On a parlé beaucoup de l'impact des feux de forêt cette Ouais. année. Ouais. C'est une richesse comme ressource, nos forêts. Puis après ça, ben, on les prend pour faire des produits de commodité. Là, c'est ça, c'est la réflexion autour de ça. Où est-ce qu'on Ouais. faut réfléchir différemment? Oui, il faut aller probablement dans le réutilisable. Tu sais, c'est sûr qu'il faut s'en aller vers ça. Je parlais de la bouteille d'eau tantôt. Ouais. Il faut aller vraiment. Mais la plus boîte de tendre vers ça. carton, ça se pourrait. Une espèce Ah de oui, système ça de pourrait. consigne Oui. de réemploi, mettons, de réemploi de boîtes de carton
je pense que dans une boucle courte, peut-être Amazon, ça serait peut-être un peu compliqué, là, mais peut-être que dans certaines industries qui utilisent beaucoup de boîtes de carton, je passais dans le quartier industriel à Laval hier, puis je voyais là, des boîtes de carton partout. Puis je me disais, mais tu sais, eux autres, là, ils rentrent toujours la même quantité de boîtes de carton qui en ressortent. Peut-être qu'il y aurait un moyen d'avoir une réutilisation de certaines boîtes. Dire, quand tu viens me livrer, moi, je te redonne les vides, tu les retapes, tu me remets le stock, puis tu sais, ça se peut-tu. On peut-tu commencer à réfléchir à une autre façon? Parce que, tu l'as dit, les feux de forêt, moi, j'ai dit ça dernièrement, puis quand je l'ai dit en ondes, je me suis dit, je suis en train de me mélanger, mais je pense pas, là, mais on pourrait avoir un enjeu de papier puis de carton éventuellement à cause qu'il y a de plus en plus de feux de forêt. Il y en a toujours eu, mais pas autant que maintenant. Fait qu'à un moment donné, les arbres, ça prend du temps. Fait qu'on va avoir un problème. Et après ça, c'est l'utilisation judicieuse de ta ressource. C'est peu importe si on en a abondamment, est-ce que tu l'utilises de façon judicieuse ou non? Donc, tu sais, là, je nommais cet exemple-là parce que dans la fresque, on place l'humain au tout départ des causes. Puis après ça, on rajoute et les causes, puis à un moment donné, on arrive dans les conséquences. Oui. Fait que c'est super visuel, tu commences à placer tes morceaux comme ça. Mais tu sais, il faut qu'on arrive à un milieu circulaire. On parle beaucoup d'économie circulaire, mais l'économie circulaire, là, c'est pour mieux utiliser nos ressources, mais si tu utilises moins tes ressources, puis mieux tes ressources, tu génères moins de gaz à effet de serre, inévitablement. C'est un lien direct. Donc ça, on veut adresser la situation des gaz à effet de serre. Il faut repenser carrément nos intrants. Tous nos intrants, on parle de ça, d'économie circulaire, mais tout ça est relié. Là. Donc, mais justement, l'économie circulaire, moi j'ai une question pour toi. L'économie circulaire, d'après toi, là, parce qu'on les a tous vus, là, les mots là, qui passent, là, c'est-tu un buzzword ou... Non. Non, c'est pas un buzzword. Je pense qu'il est peut-être mal compris à cause du mot économie. OK. J'ai pas l'impression que les gens associent, pensent que peut-être plus que c'est 2 $. C'est peut-être la circularité des matières ou c'est peut-être quelque chose d'autre. Mais même ou la bonne gestion des intrants. Des intrants. Parce que là, j'ai l'impression que, tu sais, tout le monde a son colloque, tout le monde a son congrès, tout le monde a son sommet, tout le monde a son podcast, tout le monde a son affaire sur l'économie circulaire. Tu sais, tout le monde parle de l'économie circulaire. Mais je me dis, est-ce que ça va être... le même buzzword que l'écologie dans le temps, puis le même buzzword. Tu sais, il y a eu des buzzwords là, que les gens étaient comme... Comment tu vois ça? Toi, tu penses que c'est là pour durer? Oui, dans la signification que ça a de dire qu'on n'a pas le choix si on veut continuer d'avoir quelque chose dans notre assiette. Là, on parle beaucoup des matières résiduelles, tout ça. Mais tu sais, c'est autant des intrants. Il faut que tu gères tout ton intrant comme il faut, toutes tes ressources, tu dois les gérer comme il faut. Fait que l'économie circulaire, c'est pas juste l'objet créé, c'est aussi ta terre. Mais on l'a vu, Ben, tu sais, t'en as sûrement lu ben des affaires là-dedans, puis t'es sûrement... T'étais-tu allé, d'ailleurs? Oui, je pense. On s'est-tu croisé au truc de Recyc Québec, là? Les assises? Les assises? Non, je suis pas allée. T'étais pas là? Non. OK. Mais c'était vraiment bon. Honnêtement, c'était vraiment bon. J'ai que des bons mots, mais j'avais des collègues, là, mais j'ai pas pu... Moi, j'ai adoré ça parce que c'était pas juste justement la ressource objet. C'était aussi énergétique, c'était aussi alimentaire, c'était aussi, tu sais, des résidus alimentaires qui peuvent permettre comme la drèche qui va dans les pains ou qui peut aller dans les bières. Ou, tu sais, il y a comme une façon de rapetisser le cercle en développant aussi une économie locale. Mais j'avais peur. Tu sais, j'ai une peur de dire, on va-tu l'oublier? C'est-tu genre un gros succès, puis on va-tu l'oublier? Toi, tu penses que ça va s'intégrer? Je pense que ça va s'intégrer. Je pense qu'il faut juste bien l'utiliser dans le sens qu'il ne faut pas utiliser le mot économie circulaire pour créer quelque chose qui n'a pas rapport puis qu'on n'a pas de besoin. Parce que là, je vois ça aussi. Là, il y a un petit peu de greenwashing. À un moment donné, c'est pas parce que tu as valorisé une matière pour créer un produit que c'est nécessairement un bon produit. Je veux dire, si le produit n'a pas d'utilité, c'est pas mieux. Là. Donc, créons des affaires utiles, s'il vous plaît. Mais après ça, il y a comme toute la gestion de l'intrant. Je pense que ça, c'est un no-brainer. Il faut aller là-dedans. Il faut être capable de mieux gérer. Mieux. Tu sais, juste faire mieux, genre différemment. On parle beaucoup, là, ce que je vois de plus en plus, là, puis je lis beaucoup aussi sur les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On dirait qu'on accorde beaucoup d'importance à... On va trouver une solution miracle technologique qui va nous résoudre tous nos problèmes, alors qu'on n'a même pas rien fait en amont pour peut-être faire mieux carrément ce qu'on fait déjà. Fait que c'est comme si on adressait la solution miracle où on vouait beaucoup d'espoir à la solution miracle, mais on n'a pas essayé de changer ce qu'il faut changer à la base. Tu ne vas pas régler les problèmes en mettant tout le temps juste un plaster. Non. Donc, c'est ça. Je pense que ça, c'est l'affaire qu'on ne parle pas assez, de pourquoi il faut que tu fasses ça comme geste. Mais c'est toujours, on en revient à ça. On en revient à ça, c'est-à-dire expliquer aux gens pourquoi on fait les choses. Pourquoi c'est important. Pourquoi on fait les choses. Mais
En terminant, moi, j'aurais une question. Puis oui, on est déjà rendu à peu près à la fin. Oui, on est on est rendu là. Le temps file. Le temps file quand on est dans le plaisir. Hein? On a même été dans toutes sortes de directions. À ton avis, là, est-ce que ça va mieux qu'on pense en matière d'environnement? Si tu regardes, mettons, à travers les décennies, là, tu sais. Ah, et là, vous aimeriez ça que je réponde franchement? Non, hein? ben, c'est franchement. Honnêtement. C'est franchement. Honnêtement. C'est franchement. J'aimerais ça vous dire que j'ai beaucoup d'espoir, mais puis j'aimerais ça le dire. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a encore un gros morceau d'éducation qui nous manque au niveau individuel, au niveau sociétal. Ça tombe bien, on fait ça nous autres dans la vie. Fait que voilà, fait qu'il faut continuer de le faire. C'est très, très important. Fait que ça va-tu mieux? Prise de conscience, mais il y a tellement de désinformation. Que c'est triste de voir tout ça. Puis je lisais cette semaine, parce qu'on adore lire le rapport des risques globaux du World Economic Forum qui est publié. Chacun a sa lecture de chevet. Chaque année. Super intéressant de regarder au niveau mondial. Selon les gens qui sont interviewés, c'est beaucoup financier, mais quels sont les risques auxquels la société fait face globaux? Et celui, d'ici les 2 prochaines années, le risque numéro 1, puis ça a été beaucoup des risques environnementaux dans les dernières années. Mais là, pour les 2 prochaines années, court terme, long terme, il y a beaucoup d'environnement, là, mais court terme, le premier risque, c'est la désinformation. Donc là, moi, ça, je trouve que c'est très évocateur sur... Tu sais, puis là, on est en élection. Cette année, ça va être terrible. On le voit aux États-Unis, la montée de Trump. Moi, ça me fait très peur. Fait, tu sais, quand tu dis que j'ai de l'espoir, la désinformation nuit à tout. Donc, ça, c'est le bout qui me fait... Puis le blocage de Facebook a un impact parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'informaient sur les médias sociaux en ayant un partage des articles de la presse, de l'actualité, du Devoir, du Journal de Montréal, et là, on ne peut plus partager ça. Mais en même temps, ça, tu finissais par voir ce que tu aurais vu. Moi, je pense que ça, je continue de le voir. Tu sais, je me dis, je pense que je suis toujours aussi, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de nouvelles environnementales via Facebook, mais je pense que je continue de les voir quand même parce que je m'intéresse au sujet. Parce que tu es déjà là-dedans, oui. Mais tu fais l'effort, ils ne viennent plus à toi. Parce que tu n'as pas le temps. Tu as une vie hyper occupée. Mais je lis le journal pareil. Je vais regarder la presse, puis Radio-Canada tous les jours pour voir. C'est sûr, je rate des choses, mais j'en ratais avant de toute façon, là, avant même que Facebook coupe. Là. Pour ça, moi, je pense que c'est une responsabilisation individuelle de les informer. C'est pas dû à... Je sais que c'est pas dû à tout le monde, mais je pense que c'est un devoir. J'ai enseigné à l'université. Bien, dans mon cours, vous êtes obligés d'aller lire les nouvelles environnementales parce que la semaine prochaine, on en parle. J'ai obligé les étudiants à aller s'informer. Pour moi, c'est essentiel, c'est prioritaire. Mais en même temps, les derniers sondages que j'ai vus, ils disaient que les jeunes, c'est sur TikTok qu'ils s'informent maintenant. C'est même plus dans les... Je suis out. Je sais, nous, on est out, mais on va être obligé d'y aller. Mais dans le sens que c'est là que les jeunes s'informent. Fait que c'est peut-être à nous de créer du contenu là où ils sont. C'est ça. Faut aller ça ne donne rien de chialer sur où ils sont. Il faut aller les rejoindre où ils sont. Je pense que c'est de l'amener aussi de façon légère, de façon non moralisatrice. Parce que c'est là où on perd le monde, tu sais. C'est là. Ça se ferme. Ça se ferme. Fait que si on veut que les messages passent, faut y aller doucement, avec un peu un côté ludique. Évitons l'humour si on n'a pas de talent là-dedans. Puis allons-y plus de côté ludique, faire sourire un peu, réfléchir en même temps. Et on va porter ta mission d'être un petit peu plus dans l'éducation, ou du moins d'être plus dans l'éducation. Parce je trouve ça le fun que tu as ramené ça beaucoup dans notre conversation parce que Dominique Champagne disait ça aussi à notre dernière entrevue avec lui. Je pense que c'est ça où notre système d'éducation, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qui est poussé davantage. Fait que, à travers le pourquoi. Mais tu sais, tu dis, t'as pas tant d'espoir, mais puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais j'ai comme l'impression que déjà que c'est un sujet dont on ne parlait pas il y a 3-4 décennies, que maintenant on s'interroge, ben ça va mieux qu'on c'est sûr que ça va mieux qu'on pense. Je veux pas c'est sûr. Peut-être, je sais puis pas. On parle de plus en plus de mettre le développement durable et l'environnement dans les cours à l'école, dans tous les cours, pas juste dans les programmes spécifiques.
C'est ça, pour moi, ça, c'est une super belle avancée au niveau éducatif. Oui, puis même Faut au niveau que des ça, grands là. médias. Oui. Tu sais, je veux dire, Oui, crime, tout le monde une a chronique des- à Salut Bonjour où je Exact. parle d'environnement, je veux dire, c'était pas ça avant, là, c'était la cuisine, c'était les autos, c'était plein d'affaires, mais c'était pas ça. Et les grands médias s'intéressent de plus en plus, tu sais, le 24 heures, le Journal de Montréal, il y en a plein, c'est pas juste des journalistes en environnement, mais il y a de plus en plus de tribunes aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on va y arriver. Et de J'ai- tribunes vulgarisées. vulgarisé Ouais. parce que c'est pas tout le monde qui lit les mêmes rapports que toi là, tu sais, j'ai besoin de Sur la quelqu'un. table de les chevet. connais. Ouais, c'est ça, tu sais, puis des scopes 3 puis tout, tu sais, c'est dur ça pour le monde de comprendre ce bout là, tu sais, fait que faut aussi l'amener au terrain des vaches un peu puis dire hein, on va te rendre ça simple. On va te rendre Il faut que ça soit mâché, pré-mâché. Pré-mâché. oui, puis toujours. raconter une belle histoire. Oui, c'est ça. Ouais, ça prend Merci, ça. Marie-Ève. Hey, pour merci ton beaucoup temps. Marie-Ève pour C'était ton vraiment temps. une belle Merci à discussion. vous. Merci. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.